La question du jour, les externalités ou pourquoi quand vous portez un parfum qui sent bon, les cerveaux des économistes néoclassiques fument. On ouvre avec cet épisode un nouveau pan de réflexion autour de l'efficacité des marchés. On va parler des situations de défaillance de marché, donc des situations où le marché ne marche pas. Ah, bah c'est pas trop tôt, parce que depuis le début, c'est l'apologie du marché. Parmi les défaillances de marché, on a les externalités ou effets externes qu'on va traiter dans cet épisode. Une externalité négative, c'est lorsqu'un agent économique fait quelque chose qui va engendrer un dommage pour un autre agent économique sans lui offrir de contrepartie monétaire. Il peut y avoir des externalités négatives de consommation. C'est quand la consommation d'une personne influence négativement le bien-être d'une autre personne sans la compenser. Exemple, Marcel fume un gros cigare. Ginette, qui est assise juste à côté de lui dans le train, est fortement incommodée. Et elle n'est pas compensée. Quand vous dites qu'elle n'est pas compensée, vous voulez dire quoi exactement? Marcel s'assoit à côté de Ginette. Il lui demande « Ça vous dérange si je fume ?» Ginette pourrait rétorquer « Même si vous brûliez, ça ne me dérangerait pas. » Elle choisit une réponse moins classe, mais plus empreinte de théorie économique, c'est 50 €. Attendez, elle demande 50 € au gars qui fume? Oui, pour compenser la perte de bien-être que ça lui occasionne et qu'elle évalue en l'occurrence à 50 €. Non mais même une meuf super désagréable va jamais demander 50 € à un gars qui fume à côté d'elle juste parce que ça l'incommode. Ça existe pas votre truc. C'est bien ce qui désole les économistes. Moi, ça me désole pas. Je préfère la femme classe qui lui dit de brûler. Eh bien, figurez-vous qu'elle a existé. Elle s'appelait Sarah Bernhardt. Mais ne nous égarons pas, est-ce que vous avez bien compris ce qu'est une externalité, Gino? Je crois. Par exemple, j'invite quelques amis pour une petite soirée et après le risotto, on monte un peu la musique pour s'ambiancer. Quand le voisin tape avec le balai, c'est l'externalité négative. Exactement. Vous réduisez le bien-être de votre voisin sans aucune compensation. Mais il pourrait y avoir la compensation. Un petit billet de 50 schmilblick, le doggy bag de risotto et c'est réglé. Oui, en quelque sorte, mais ce que je veux dire surtout, c'est que le marché ne prend pas ça en charge. Vous ne pouvez pas acheter des droits à faire la fête ou à fumer aux personnes que ça incommode. Il n'existe pas de marché pour ça. Une externalité négative de consommation, c'est donc une situation où la consommation d'un agent a un impact négatif sur le bien-être d'au moins un autre agent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que chacun peut s'en représenter des exemples? Quand je roule sur mon scooter les cheveux au vent, ça pollue. Quand je vais au cinéma et qu'à côté les gens mangent du popcorn, je supporte pas. Ça fait scrunch, des fois tellement fort, limite j'entends pas le film. Si une personne fait construire une maison devant la mienne et que alors je vois plus la mer. Moi, mon voisin d'en face, il a repeint sa façade au jaune canari. Bah, ça m'arrache un peu les yeux quand j'ouvre mon store le matin. Voilà, ce sont des externalités négatives de consommation. Négative. Pourquoi on est toujours dans le négatif? On pourrait penser un peu positif aussi des fois. Oui, il existe aussi des externalités positives de consommation. Ah bon? Si par exemple vous portez un parfum qui sent très bon, votre consommation de parfum affecte positivement les personnes que vous croisez. Et c'est pas compensé par le marché. Compenser, vous voulez dire quoi? Eh bien, si toute votre classe bénéficie de l'odeur agréable de votre parfum, ce serait normal, d'après le système de marché, que toute la classe contribue à le payer. Ah ouais, bah c'est vrai ça. Y en a, ils aiment pas forcément le parfum. Alors le même parfum génère pour eux une externalité négative. Mais pour ceux qui aiment le parfum de Cassandra, elle génère une externalité positive de consommation. Dans ce cas, y a que eux qui payent. Déjà qu'elles vont mettre plus, du coup. Mais si vous, Bob, ce parfum ne vous plaît pas, Il a aucun goût de toute façon. la classe vous paiera quelque chose pour vous compenser. Je donne un autre exemple d'externalité positive de consommation. Vous vous vaccinez. Aïe. Ça va affecter positivement le bien-être des individus autour de vous car vous les protégez en même temps. Donc, le vaccin d'une personne devrait normalement être payé par lui et par les autres autour de lui. Oui, voilà, vous avez compris ce qu'est une externalité positive de consommation. Est-ce que vous pouvez me proposer des exemples? Ma cousine, elle lit plein de livres, elle est super intelligente, du coup on apprend plein de trucs au repas de famille. Voilà, c'est en effet une externalité positive de consommation. Ce serait logique que tous les gens qui discutent avec la cousine de Cassandra donnent une petite contribution pour qu'elle achète ses livres alors. On va se pencher sur cette question dans une minute, mais avant, je voudrais préciser qu'il existe aussi des externalités négatives ou positives de production. C'est quand la production d'une entreprise affecte négativement ou positivement le profit d'une autre entreprise. L'exemple canonique de l'externalité négative de production, c'est le tanneur et le pêcheur. La tannerie déverse dans la rivière des déchets qui la polluent, Gérard, qu'est-ce que t'as foutu dans la flotte? ce qui raréfie les poissons. Salaud de
Tanner! Pauvre petit pêcheur, son profit s'en trouvera dégradé. En fait, la pollution, c'est vraiment l'externalité négative, quoi. La pollution est une des grandes nuisances qui entre dans la catégorie des externalités négatives et qui pose de vraies questions aux économistes. Car si le monde est trop pollué, c'est en partie lié à la défaillance de marché qu'est l'effet externe. Et pour arrêter avec le négatif, est-ce qu'on pourrait pas avoir un exemple d'externalité positive de production? L'exemple canonique, c'est l'apiculteur et l'arboriculteur. L'arbori quoi? L'arboriculteur, celui qui fait pousser et entretient des arbres fruitiers. Et l'apiculteur, celui qui élève des abeilles en ruche pour faire du miel. Et pourquoi c'est l'externalité positive? Parce que quand l'arboriculteur fait pousser un bel acacia au nectar fruité, il donne à butiner aux abeilles de son voisin, l'apiculteur, qui va voir son profit augmenter avec la vente de pots de miel d'acacia extrêmement prisés. Moi, avec tout ça, je suis bloqué sur le dos. Mais l'acacia a besoin d'être boutinée. Si l'abeille boutine, elle attrape le pollen et le transporte, et ça favorise la rencontre des gamètes mâles et femelles des fleurs. Alors que si c'est juste le vent qui transporte le pollen, bon, il y a moins la reproduction. C'est vrai. En l'occurrence, on a deux effets externes positifs de production. L'apiculteur génère une externalité positive pour l'arboriculteur et vice-versa. Bah, donc ça se compense, pas de problème. On ne sait pas si ça se compense exactement, puisque le marché ne prend justement pas ça en charge. Et c'est ce qui nous pose de gros problèmes. Attendez, faut pas tout dramatiser tout le temps non plus. Les externalités négatives, je comprends pourquoi ça pose problème, les gens polluent, bon bah faut qu'ils arrêtent. Mais les externalités positives, c'est bon, ça fait du bien à la société, ça pose pas de problème. Si, de gros problèmes. Bim. Reprenons l'exemple de votre parfum, Cassandra. Vous êtes seul à le payer. Pour décider de votre niveau de consommation de parfum, vous allez donc comparer votre bénéfice à emporter à ce que ça vous coûte. Ouais, vu qu'il est un petit peu cher, j'en mets que le samedi. À la rigueur, le vendredi, mais pas tous les jours. Alors que si vous consommiez un pchit de parfum le lundi matin, ça rendrait vos condisciples un peu plus contents de reprendre la semaine, ça illuminerait leur journée. J'ai pas les moyens, ils attendront le vendredi pour que je les illumine. Et c'est dommage. Si le marché n'était pas défaillant, il y aurait une cagnotte pour le parfum de Cassandra et une décision collective sur le nombre de jours et le nombre de pchits qu'elle porterait. En fait, ce que nous dit la théorie économique, c'est que comme Cassandra prend sa décision de consommation de parfum seule, alors que cette consommation a des effets sur d'autres, elle va sous-consommer son parfum par rapport à ce qui serait optimal pour la société. Quand il y a externalité positive de consommation, laisser faire le marché conduit à une sous-consommation du bien. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous disiez que les vaccins génèrent une externalité positive. Donc, c'est sous-consommé? Il n'y a pas assez de gens qui se vaccinent? En effet, la théorie nous dit que si on laisse les individus payer chacun leur vaccin, la décision de consommation sera trop basse par rapport à l'optimum. On doit donc financer la vaccination collectivement, car ça bénéficie à tous. Et les livres de la cousine de Cassandra aussi, on doit tous les payer? L'éducation génère des externalités positives. Donc, si chacun doit assumer le coût de sa propre éducation, les décisions d'éducation seront inférieures à ce qui serait optimal, car chacun ne prend en compte que son bénéfice personnel à s'éduquer et pas le bénéfice qu'il offre aux autres en étant plus instruit. En gros, chaque fois que ma cousine dit un truc trop intelligent, faut que je la paye. Mais à chaque fois qu'un relou comme mon frère dit un truc débile, va falloir qu'il me paye. Bah vu comment il y a plein de relous comme mon frère et pas trop de filles cultivées comme ma cousine, financièrement, ça va, je devrais m'en sortir. Sauf que la théorie économique ne dit en aucun cas dans quel sens les compensations devraient se faire. Par exemple, ça pourrait être à vous de payer pour que votre frère se taise. Bah pourquoi? C'est lui qui dit des trucs débiles, c'est lui qui pollue. Rappelez-vous, les économistes ne se prononcent jamais sur ce qui est bien ou mal. Pour votre frère, je suppose que se taire impacte son bien-être à la baisse. C'est clair, il a toujours envie de dire ce qu'il pense, il serait vert d'avoir à se retenir. La théorie économique dit que l'externalité qu'il génère sur votre bien-être engendre une surproduction de paroles de sa part par rapport à l'optimum social. Faudrait qu'il parle moins, ouais. Mais la théorie ne dit pas qui doit payer de vous deux. S'il paye chaque fois qu'il vous énerve, il va parler moins. Tant mieux. Mais si vous payez pour qu'il se taise, il va aussi parler moins. Dans les deux cas, ça marche. Mais c'est pas forcément à lui de payer. On reverra ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Là tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que s'il y a une externalité négative de consommation, on va avoir une surconsommation par rapport à l'optimum social. Si c'est une externalité positive de consommation, on aura une sous-consommation par rapport à l'optimum. Si on a une externalité négative de production, il y aura surproduction par rapport à l'optimum. Et si c'est une externalité positive de production, on aura une sous-production par rapport à l'optimum. On va regarder ça graphiquement. Prenons un tanneur qui produit des canapés en cuir sur un marché concurrentiel.
Pour prendre sa décision de production, je rappelle qu'il doit répondre à sa question « Combien produire ?» Il regarde ce que chaque dernière unité lui rapporte et ce que chaque dernière unité lui coûte. C'est un raisonnement marginal. Son coût marginal de production est une courbe croissante. Plus il produit, plus c'est difficile de produire. On dit que c'est le coût marginal privé, c'est-à-dire que c'est le coût effectivement payé par ce petit tanneur. Le prix auquel il va vendre les canapés en cuir, ce que rapporte chaque dernière unité, est représenté par cette droite horizontale. Il est preneur de prix, chaque canapé lui rapporte la même chose. Il va choisir de produire la quantité Q étoile, qui égalise le coût marginal et le prix. Il continue de produire tant que la dernière unité rapporte plus qu'elle ne coûte. Tout ça vous paraît très compliqué ? Hein? Quoi? C'est qu'il faut retourner voir l'épisode sur l'offre du producteur. Le problème, c'est que la production de canapés en cuir pollue. Et donc, le coût pour la société de cette production est supérieur au coût privé du tanneur. On peut tracer le coût marginal social, qui comprend le coût marginal du tanneur, plus le coût marginal de tous les agents que cette production est susceptible d'impacter négativement. Il est donc plus haut que le coût marginal privé du tanneur, puisqu'il comprend ce coût marginal privé. Mais comment ça, il le comprend? J'ai pas compris. Le coût marginal social, c'est pas seulement le coût de la pollution? Non, le tanneur fait partie de la société. Son coût à produire des canapés en cuir doit donc être pris en compte. C'est juste qu'on ajoute à ce coût le coût de la pollution qu'il génère. Le coût marginal social est donc plus haut. Si le tanneur se référait au coût marginal social plutôt qu'à son coût marginal privé, vous voyez, il produirait moins de canapés en cuir, donc on polluerait moins. Non mais de toute façon, faut juste arrêter de polluer. La planète peut plus supporter la pollution, donc on arrête. Basta. Ce n'est justement pas ce que nous dit la théorie. Bah si, vous venez de le dire, qu'on pollue trop. Oui, mais il ne s'agit pas pour autant de retomber à zéro. Le niveau de pollution souhaité par la société est tel que ce tanneur produirait cette quantité de canapés en cuir. Attendez, vous pouvez pas dire qu'il y a un niveau de pollution souhaité. Personne souhaite de pollution. Si, Moi, la pollution, j'adore ça. enfin non, bien sûr, mais il faut envisager la pollution comme un coût. Évidemment, personne ne souhaite de pollution, Si, moi. mais c'est comme dire que personne ne souhaite payer pour son pain au chocolat. On dit chocolatine! Évidemment, tout le monde préférerait l'avoir gratuitement. Mais si vous envisagez la pollution comme un coût, c'est un coût que vous êtes prête à supporter dans une certaine mesure, car vous avez envie de consommer des biens qui polluent, ou dont la production pollue. Vous vous déplacez, vous utilisez des tas d'appareils dont la production pollue, etc. C'est pour ça que personne ne veut zéro pollution. Ce que vous devez retenir, il existe des défaillances de marché, des situations où le marché ne va pas amener à un optimum, même si c'est un marché concurrentiel. Parmi ces défaillances de marché, on a les externalités, qu'on appelle aussi effets externes. Les effets externes peuvent être de consommation ou de production, et peuvent être positifs ou négatifs. Le problème, c'est que si on laisse faire le marché, les décisions privées des agents n'amèneront pas à l'optimum. On aura sous-consommation ou sous-production d'un bien en cas d'externalité positive, et surconsommation ou surproduction d'un bien en cas d'externalité négative.